Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui de William Sherwood Hartman, voici Cher Fantôme. Et apporté pas mal d'améliorations, mais nous n'étions pas pressés. Alors, il y a le tourisme et le reste du temps, une clientèle assez nombreuse venue. Ce n'a pas été chose facile à nos âges, mais le vieux propriétaire voulait bien rester, a commencé à s'installer. C'est alors que nous l'avons entendu pour la première fois. Comme je vous l'ai déjà dit, l'auberge du Grand Chêne est une vieille maison. Il y a un escalier qui mène de la cuisine à un appartement à l'étage au-dessus, mais il aurait fallu au départ d'attendre que toute la partie indispensable à notre activité ait été remise à neuf selon nos goûts avant d'entreprendre la réfection de cette partie supérieure. En fait, nous n'étions plus remontés là-haut depuis le jour de notre pont où il y a un drôle de bruit au-dessus de nos têtes, un bruit sourd accompagné d'une plainte, comme si quelques gnomes mystérieux s'agitaient dans les affres de l'agonie. Puis, le gémissement s'évanouit et au même moment, j'entends un bruit fracassant venir du bar. Je comprends tout de suite que ce bruit-là n'a rien de mystérieux. Non, c'est Hélène qui vient de lâcher un plateau de verre. Elle se rue dans la cuisine et se jette dans mes bras, en tremblant comme un petit lapin pris au piège. Je dois reconnaître que je suis passablement secoué moi aussi, mais je réussis à me raisonner. Nous avons été très occupés ce soir-là, et il est possible que quelqu'un, parti à la recherche des toilettes sans que nous le remarquions, ait traversé la cuisine, monté l'escalier et se soit endormi dans l'un des vieux lits de l'étage au-dessus. Car il n'y a pas d'entrée indépendante. Je réussis à calmer Hélène, puis j'allume toutes les lumières dans l'escalier et je monte. J'entre dans la première des chambres, m'attendant à trouver un homme ivre sur le plancher. Mais non, rien. Je regarde sous le lit, dans les toilettes, je fais pareil avec les chambres voisines. Toujours rien. Il ne me reste plus qu'à descendre rassurer Hélène. Je ne sais pas si j'ai l'air très convaincu en lui expliquant que le bruit devait être causé par un déplacement de poutres dans la vieille maison ou que les vibrations d'un camion qui passe sur l'autoroute ont dû faire tomber un objet quelconque. Hélène finit pourtant par se calmer et quand nous avons fini de balayer les débris de verre, nous nous mettons à rire comme des gosses. Nous rions encore en sortant de l'auberge. Hélène monte dans la voiture pendant que j'éteins toutes les lumières de la maison. Et c'est juste au moment où je tourne la clé dans la serrure que j'entends, venant d'en haut, le ricanement le plus dément qui soit jamais sorti de nulle part. Je ferme ma clé d'une main tremblante, puis cours jusqu'à la voiture, sans rien dire à Hélène, évidemment. Les 3 semaines suivantes sont très chargées. Dans le même temps, nous faisons mieux connaissance avec les gens du coin, et nous sommes heureux d'être acceptés aussi facilement. Déjà, nous avons nos clients fidèles. Et c'est un jeudi après-midi que la chose se reproduit. Je dis la chose parce que je ne trouve pas d'autres mots. Donc, c'est un jeudi, Hélène est allée faire des courses au village et je suis seul au bar avec Cyril Rouser, l'un de nos habitués. Cyril possède une ferme à 5 ou 6 kilomètres de là. Comme ce sont maintenant ses 2 grands-fils qui s'en occupent, il a du temps à perdre et il aime bien aller le perdre au vieux chêne. Il vient de s'envoyer 2 doubles bourbons, 2 bières et 2 pâtés de crabe pour le déjeuner. Après, notre vieux copain. Je vais dans la cuisine et me dirige vers les pelles de montée, Max. Il n'y a personne là-haut. C'est un poltergeist. Un poltergeist? Dis-je en revenant vers le bar. Mais qu'est-ce que c'est que ça, un poltergeist? Et que diable fait-il là-haut, au-dessus de mon bar? Un poltergeist? Explique Cyril d'une voix redevenue presque normale. C'est un esprit frappeur, si vous voulez, mais
Mais il n'y a pas de quoi s'affoler. Il est là depuis que cette maison a été construite. Mon père me parlait déjà de lui quand j'étais encore tout môme. Un poltergeist, c'est une espèce de fantôme amical. Il ennuie personne. Il aime juste faire un peu de bruit de temps en temps pour attirer l'attention. Vous savez, un peu comme s'il voulait que vous sachiez qu'il est là, quoi. Mais il n'y a pas une once de méchanceté chez lui. J'essaie d'admettre l'explication de Cyril, mais avouez que c'est pas facile. Les bruits m'intriguent surtout par leur irrégularité. Un lundi après-midi, bien tranquille, j'ai eu l'impression qu'on venait de me tirer un plan de pistolet à air comprimé au-dessus de la tête. Et puis, le samedi soir de la même semaine, alors que la salle du restaurant était bondée et le bar aussi, les bruits m'ont fait penser à une bagarre entre Superman et King Kong. Et chaque fois, je monte à l'étage en vitesse, inspecte les lieux, et puis un étage supérieur pour entreposer les caisses de bière et diverses autres choses. Je ne sais pas si Cyril a raison avec son histoire de fantôme, mais si fantôme il y a, le nôtre n'a pas l'air de nous vouloir de mal. Quoiqu'il est tout de même déconcertant de regarder un match de baseball à la télévision l'après-midi et d'avoir le grondement d'une course de patins à roulettes au plafond pendant les spots publicitaires. Chose curieuse, peu de clients, à part les habitués, remarquent ces bruits. Les habitués, eux, lèvent les yeux au plafond avec un sourire entendu et écoutent en hochant la tête, tandis que les autres continuent à boire et à manger comme si de rien n'était. Et puis un jour, il est arrivé quelque chose de troublant à notre bouteille d'Old Crow. L'Old Crow est un très bon whisky, mais nous avons peu de sang les bouteilles, car le soda, lui, est à la place où est d'habitude le bourbon. Je remets les bouteilles à leur place, et c'est ce moment-là que choisit notre fantôme maison pour se déchaîner. D'abord, il y a comme un bruit de porte claquée violemment, puis un ricanement, puis un son bizarre, comme si deux petits pieds couraient sur le plancher. Mon client, lui, n'a pas l'air d'avoir entendu quoi que ce soit. Kenny, le barman que j'ai engagé en extra, arrive à 11h et j'en profite pour me précipiter dans l'escalier et procéder une fois encore à une inspection des lieux. Et une inspection en règle, s'il vous plaît, en passant tout au peigne fin. Pourtant, au bout de 2 heures, je suis bien obligé de renoncer. J'arpente encore un moment les pièces en grommelant, puis me décide à redescendre. Et c'est à cet instant où je ferme la porte que j'entends leur ricanement. Jusqu'à présent, notre cher fantôme s'était bien gardé de se manifester quand j'étais à l'étage. Décidément, il ne se gêne pas, celui-là, me dis-je en redescendant. Non, en effet, le fantôme de l'auberge du Grand Chêne ne se gêne pas. Mais jusqu'où va-t-il pousser la plaisanterie? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. À partir de ce moment-là, la cohabitation avec notre fantôme devient une sorte de jeu. Enfin, lui, en tout cas, a l'air de bien s'amuser. La plupart du temps, la bouteille d'Old Crow est à sa place, mais il arrive aussi que je la trouve dans le réfrigérateur, ou bien coincée derrière les caisses de bière, ou encore dans la cuisine avec les assiettes. Un matin, je la découvre même perchée sur le jukebox. Parfois, je me surprends à pester tout haut contre mon invisible bourreau. En général, je ne reçois comme réponse qu'un silence railleur, mais quelquefois, j'ai l'impression d'obtenir un résultat sous la forme d'un ricanement idiot. Au bout d'un certain temps, notre esprit frappeur a paru se lasser.
Pendant plusieurs semaines, la bouteille reste à sa place et notre hôte invisible se fait d'une remarquable discrétion. Bizarrement, loin d'en être soulagé, j'ai l'impression qu'il me manque. C'est alors qu'en ouvrant un samedi matin, je trouve la bouteille au milieu du bar, débouchée et à moitié vide, avec, à côté, un verre pour le whisky et un verre pour l'eau, avec un restant de liquide dans le fond. Alors cette fois, c'en est trop. Je me mets à hurler en direction du plafond. Si ces jeux d'idiots t'amusent, te gêne pas. Tu te lasseras avant moi. Mais si tu veux siffler mes alcools, prends au moins du whisky ordinaire. Celui-là m'a coûté une petite fortune. L'étage supérieur tout entier explose alors d'une série de coups sourds et de gloussements ravis. Mais je ne donne pas à mon locataire la satisfaction de monter faire une inspection. D'ailleurs, un client vient d'entrer et l'étage supérieur reste tranquille pour le restant de la journée. Ce samedi-là est un des plus chargés de la saison et je n'ai guère le temps de songer à mon locataire fantôme. Vers 1h du matin, Hélène est si fatiguée que je lui dis de rentrer sans m'attendre. Kenny, qui a presque tout nettoyé, part une demi-heure plus tard. Les rares clients qui restent s'en vont les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 buveurs attardés, dont aucun n'a l'air très bavard. Je me verse un dernier petit verre et m'apprête à les renvoyer. Tous deux me sont inconnus. Celui qui est à l'extrémité droite du bar est une sorte de maigrichon d'environ 30-35 ans, avec une vilaine cicatrice sous l'œil. Je me trouve nez à nez avec le canon d'un P-38. « Bon, dit le maigrichon, bouclons les lieux. Nous ne voulons pas d'autres compagnies cette nuit. » D'après le ton de sa voix et la manière dont ses doigts sont crispés sur la crosse du pistolet, il n'a pas l'air d'être d'humeur à discuter. Il me suit dans la cuisine et tourne la clé dans la serrure de la porte de derrière. Il reste sur mes talons quand je ferme la porte latérale et la porte d'entrée. J'éteins les lumières du dehors et reviens vers le bar. Le costaud a maintenant lui aussi un revolver dans la main. Je suis coincé. « Écoutez, leur dis-je, prenez tout ce que vous voulez et partez. Moi, je ne veux pas d'ennui. » « T'entends ça, Joe ?» dit le malabar à son copain en s'esclaffant. « Il veut qu'on s'en aille. Tu trouves pas ça marrant ?» Puis il se tourne vers moi et je sens un frisson parcourir l'échine au moment où je le regarde droit dans les yeux. « Ça t'ennuie pas qu'on finisse nos verres avant de partir, hein? Il se pourrait qu'on ait encore envie de rester là un moment. » Le costaud sourit de toutes ses dents jaunes et ils s'assiedent tous les deux en tripotant machinalement leur verre. Je m'en verse un autre en espérant vaguement trouver le courage d'affronter la suite des événements. « Écarte-toi de la caisse, » fait sèchement le maigre. Je me dirige vers l'autre bout du bar, à l'endroit où il est assis. « Allez, prends l'argent !» ordonne-t-il à son complice. Le costaud passe derrière le bar, prend un sac en papier de dessous le rayon et commence à vider dedans le contenu de la caisse. Et tout à coup, il y a un fracas explosif venant d'en haut. Le costaud se fige devant la caisse. Le maigre fixe le plafond avec des yeux comme des soucoupes. Puis il se tourne vers moi, les yeux brillants de haine et de peur. « Dis donc, petit malin, qui c'est qui est là-haut ?» Je sais qu'il est inutile de dire la vérité, et je ne saurais jamais où j'ai trouvé l'audace de lancer d'un air presque désinvolte. Hein? Eh bien, le fantôme du général Grant est toute une tribu d'Indiens. « Ah ouais ?» fait le maigre avec un petit rire mauvais. « Alors je vais leur régler leur compte, et ensuite je m'occuperai de toi, papy. » Là-dessus, Neil saute de son tabouret et se rue dans la cuisine en direction des escaliers. Quelques secondes plus tard, c'est une avalanche de caisses de bière et un cri étouffé.
Le costaud me bouscule et la bouteille d'Old Crow tombe de son étagère juste à point pour que je m'en empare et la lui fracasse sur le crâne. Il s'écroule sur le sol, mais j'en profite pour prendre son revolver et filer dans la cuisine. La seule partie encore visible du maigrichon, c'est sa main droite, toujours crispée sur le revolver. La police. Environ un mois plus tard, Hélène propose que nous fassions refaire l'appartement d'en haut et que nous y habitions, ce qui serait tout de même plus pratique que de faire 1 heure de trajet tous les jours. Moi, cette idée ne m'enthousiasme pas beaucoup. J'explique à Hélène que nous n'avons pas encore les moyens d'entreprendre des travaux aussi importants, mais je sais très bien qu'en réalité, je ne veux pas courir le risque de voir déménager notre actuel locataire. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion et aujourd'hui de William Sherwood Hartman, cher fantôme.